Merci pour cette invitation. Donc en fait, compte tenu du temps, je vais me limiter à deux biomarqueurs en fait, qui sont le BNP, NT-proBNP, puis la troponine, et essentiellement la troponine hypersensible dont je vais parler. Voilà, donc juste en préambule, c'est un peu le cahier des charges de qu'est-ce qu'il faut comme biomarqueur idéal qu'on utiliserait. Alors j'ai une position très urgentiste, monsieur urgence, donc je vais essentiellement parler des urgences. La première chose, il faut que que le biomarqueur soit connu des cliniciens. C'est pas toujours le cas. Je suis pas sûr que tout le monde dans la salle sache quel type de troponine vous utilisez. Est-ce que c'est une troponine I, T, est-ce que c'est des didymères ELISA ou pas, par exemple, si on parle des didymères. Effectivement, que ça diagnostique une maladie fréquente et grave. On ne fait pas de dépistage aux urgences en tout cas. Donc l'infarct et l'embolie pulmonaire ou le syndrome coronarien aigu sont parfaitement adaptés. Et que dans les études, la population étudiée soit la même que celle que je vois. Donc là, on a une spécificité sujet âgé. Vous imaginez bien qu'il y a beaucoup plus d'études avec des gens qui ont en moyenne d'âge 60-65 ans et beaucoup moins d'études avec des patients qui ont 80 ans en moyenne. Avec une qualité équivalente au gold standard, voilà, facile à mesurer et avec un rendu rapide, ça c'est parce qu'on se situe aux urgences, donc on veut toujours les choses tout de suite, ça c'est les urgentistes qui sont comme ça. Évidemment 24 heures sur 24, pas trop cher parce que sinon on se fait taper sur les doigts. Et le plus souvent on rajoute à la fois une utilité diagnostique et à la fois un caractère pronostic du biomarqueur, ce qui est vrai pour le BNP, pour la troponine. Globalement, plus c'est élevé, moins est bon le pronostic du patient. Et en fait, quand vous regardez les études qui évaluent les biomarqueurs, quels qu'ils soient, là on est dans le cardiovasculaire, il faut surtout qu'il y ait des études interventionnelles ou des études d'impact qui aient démontré que ça améliore le pronostic du patient. Alors ça peut être simplement en termes d'orientation, mais l'orientation c'est quand même pas très fort. C'est surtout en termes de mortalité, en termes de consommation de ressources ou simplement en termes de cost effectiveness. Donc on va parler du BNP ou du NT-proBNP, hein, je parle des deux en même temps. Et l'idée un petit peu, c'est que quand on regarde des patients âgés qui viennent pour une dyspnée aiguë aux urgences, et ben, le pronostic est lié en partie à ce qu'on fait ou ce qu'on ne fait pas bien aux urgences. Ça, c'est une étude qu'on avait fait il y a quelques années ici quand j'étais à la Pitié. Moi non plus, je ne suis plus à la Pitié, Olivier. Donc voilà. Où on avait regardé donc, plus de 500 patients qui étaient dyspnéiques, des sujets âgés, 80 ans en moyenne. Voilà. Et on avait regardé le pronostic en fonction de est-ce que le diagnostic était correct aux urgences ou pas. Et on avait classé entre insuffisance cardiaque, embolie pulmonaire, pneumonie, enfin les trucs qu'on voit habituellement. Et effectivement, les gens pour lesquels le diagnostic était erroné aux urgences avaient une mortalité double pendant l'hospitalisation. Alors même qu'ils étaient hospitalisés 10 jours, en gériatrie, en pneumo, en médecine, en cardio, etc. Quand on se trompait, nous, aux urgences, ça avait un impact majeur sur le pronostic du patient. Donc c'est pour ça que nous, on est très friands du BNP, parce qu'on sentait bien qu'il y avait quelque chose qu'on ratait, et que quand on ratait, ça avait un impact sur le patient. Donc vous savez qu'effectivement, il y a le BNP et il y a le NT-proBNP, donc la fraction N-terminale, que globalement, si une population générale, que ce soit des patients âgés ou pas, il y a une bonne corrélation entre les valeurs de BNP et l'extrapolation, on va dire, sur les valeurs de NT-proBNP, mais c'est vrai pour une population générale, et c'est évidemment pas vrai pour un individu donné, d'autant qu'il y a une mauvaise corrélation entre certaines méthodes de dosage, notamment pour le BNP, un peu moins vrai pour le NT-proBNP, et mauvaise en tout cas entre les méthodes de dosage du BNP et les méthodes de dosage du NT-proBNP. Et donc si on regarde un peu une des études qui a évalué le dosage du BNP chez la personne âgée, c'est l'étude attirée à partir de l'étude de Mézel qu'il avait publiée dans le New England donc en 2002, où donc il compare la valeur diagnostique du BNP chez des sujets qui viennent aux urgences pour une dyspnée aiguë, quand ils sont jeunes et quand ils sont âgés en pointillé. Vous voyez que l'air sous la courbe du BNP pour le diagnostic d'insuffisance cardiaque chez des sujets dyspnéiques est meilleur quand les patients sont jeunes par rapport à quand ils sont âgés supérieurs à 70 ans dans cette étude. Et quand on regarde un peu, on fait une sorte de comparaison des études, notamment qui ont comparé les deux méthodes BNP ou NT-proBNP. Globalement, il n'y a pas beaucoup de différence entre les valeurs diagnostiques du BNP et celles du NT-proBNP, avec quand même des études françaises où la moyenne d'âge des patients est plus élevée. Ça c'est français, ça c'est français et ça c'est français aussi. Et globalement, quand même, la performance diagnostique du BNP ou du NT-proBNP est moins bonne quand vous avez des patients âgés. Et nous, dans une étude qu'on avait faite à la Pitié à l'époque, on avait trouvé plutôt une meilleure performance diagnostique du BNP et on avait évoqué l'idée de l'impact de la fonction rénale qui peut-être a un impact plus important sur le BNP par rapport au NT-proBNP, mais ça n'a pas été retrouvé dans d'autres études. Et on comprend bien pourquoi finalement le BNP ou le NT-proBNP peut être un peu moins performant chez les sujets âgés, c'est qu'en fait il y a plein de comorbidités qui entrent
En ligne de compte, on en a parlé, c'est une bonne introduction. Quand vous avez un patient âgé qui vient aux urgences, c'est 5 à 7 médicaments, 5 à 7 comorbidités. Et quand vous avez un patient dyspnéique qui vient aux urgences, il est forcément tachycarde, il est un petit peu parfois anémique, il a une fonction rénale qui n'est pas nickel, il est parfois associé à un sepsis. Et tout ça, c'est des facteurs ou des variables qui sont associées à une élévation du BNP. Et parfois, aux urgences, on est très embêté avec un patient dyspnéique âgé qui a, je sais pas, 800 ou 700 de BNP. Je ne sais pas si c'est de l'insuffisance cardiaque ou si c'est un sepsis un peu sévère, pulmonaire, qui peut faire élever un BNP de façon importante, un patient qui a une fonction rénale altérée, une anémie à 10 grammes qui peut aussi avoir tendance à faire augmenter le BNP, etc. Donc du coup, tout ça, c'est des facteurs de biais un petit peu dans l'interprétation de BNP qui expliquent peut-être que c'est pas aussi simple que ça, que quand on dose le BNP chez des patients tout venant aux urgences, ils en bénéficient. Alors ça, c'est l'étude, une sous-étude, une post-hoc analysis de Muller, qui avait, vous vous rappelez, comparé le dosage de BNP chez des gens dyspnéiques aux urgences. Dans un groupe, on dosait le BNP, dans le groupe, on ne dosait pas le BNP. Et quand il a fait l'analyse chez les patients de plus de 70 ans, il trouve une diminution de la mortalité et une diminution de la durée de séjour. Donc c'est vrai que c'est assez enthousiasmant de se dire que même si c'est peut-être moins performant chez les personnes âgées, globalement, ça reste peut-être utile pour eux. Le deuxième biomarqueur dont je vais parler, c'est évidemment la troponine. Donc vous savez qu'avant, et même encore, on continue de faire 2 dosages de troponine successifs. Alors nous, ça c'est une image de la pitié, hein, voilà. Je vais casser un peu voilà. Les urgences de la pitié, il y a plein de monde, c'est difficile. Voilà, c'était un jour où à l'époque, Jacques faisait encore des gardes. Et donc, c'est troponine HS, on me dit de faire un 2e dosage, on me demande de faire un 3e dosage. Est-ce qu'une troponine I, c'est la même chose qu'une troponine T? Est-ce qu'il y a une corrélation troponine T non HS et maintenant une troponine THS, etc. Est-ce que le fait de passer de 0,12 à 0,13 sur le 2e dosage, c'est significatif? C'est plein de questions qu'on se pose, dont on n'a pas forcément la réponse. Le message principal, c'est une élévation de troponine est toujours liée à un problème, à un dommage myocardique, toujours. 99,9% des cas. Si le patient a chuté à domicile et qu'il y a une élévation de troponine, il s'est passé quelque chose. Ce n'est pas forcément un syndrome coronarien aigu, ce n'est pas forcément une thrombose coronaire, bien évidemment, mais il s'est passé quelque chose au niveau cardiaque. Ça peut être de l'inflammation, du sepsis, de la régénération cellulaire en continu chez les grands insuffisants cardiaques ou ceux qui ont une cardiopathie ischémique très sévère, un syndrome coronarien, des micro-emboles, que sais-je, une activation du système adrénergique, je ne sais pas, mais c'est toujours lié à un dommage myocardique. Et puis maintenant, vous le savez, on parle en termes d'infarctus de type 1, la thrombose de plaque, voilà, ça c'est pour Gilles, et puis l'infarctus de type 2, tout ce qui est, entre guillemets, déséquilibre entre la consommation en oxygène du cœur et les apports. Et donc c'est l'AFR rapide, le sepsis, la déshydratation, la détresse respiratoire, même s'il n'est pas d'origine cardiaque, etc. Et plein d'autres causes. Alors là-dessus est arrivé les troponines hypersensibles ou ultrasensibles, ça dépend des constructeurs. Donc en disant que le 99e percentile, c'est-à-dire c'est la valeur la plus élevée quand vous dosez chez 100 personnes a priori sains la troponine, le 90, et vous prenez la valeur la plus élevée, donc le 90e valeur, la plus élevée définit un infarctus. Et puis l'autre caractéristique, c'est que vous êtes capable d'avoir une sensibilité analytique, une précision analytique excellente, qui est même meilleure que les anciennes troponines ou les troponines qu'on appelait avant conventionnelles. Et tout ça, ça vous donne une meilleure sensibilité, une sensibilité conventionnelle pour des gens qui viennent pour suspicion de SCA, c'est 70%, et la troponine hypersensible, quel qu'en soit à peu près le constructeur, c'est plutôt 90-95%. Le seul problème, c'est les patients âgés, encore une fois, ils ont des comorbidités, on en a déjà parlé, et quand vous regardez des patients qui viennent pour une suspicion de douleur thoracique aux urgences, donc qui ne sont pas sains, ils ont des facteurs de risque cardiovasculaire, de l'hypertension, ils ne sont pas forcément un syndrome coronarien aigu, chez des gens âgés qui n'ont pas d'infarctus, et si on prend la troponine T de Roche qui est à la pitié par exemple, dans 50% des cas, chez des gens qui n'ont pas d'infarctus confirmé, ils auront une élévation de troponine de base. Voilà, donc c'est difficile à interpréter, c'est pour ça qu'on fait des cycles éventuellement. Voilà, et du coup, effectivement, ça c'est une étude qu'on avait fait avec Cochin, la spécificité de la troponine chez les patients âgés chute particulièrement. La sensibilité reste à peu près identique, 95% je vous ai dit, la spécificité passe de 90% à 50%. Donc c'est difficile à interpréter, et c'est pour ça qu'on fait des cycles. Là, je vous ai remis toutes les causes
d'élévation de troponine hors syndrome coronarien aigu, vous verrez que c'est à peu près les mêmes que les élévations de BNP hors insuffisance cardiaque gauche. C'est globalement à peu près les mêmes. Et c'est très fréquent. Maintenant, aux urgences, on voit plus souvent des élévations non coronaires de troponine que des élévations coronaires de troponine chez des patients âgés, encore une fois. Donc, en conclusion, c'est un peu intérêt et limite des biomarqueurs chez la personne âgée. Voilà. Il y a à la fois un impact des comorbidités, de la fonction rénale, peut-être du vieillissement cardiovasculaire sur les biomarqueurs, en particulier la troponine et le BNP, je n'ai pas parlé des dédimères. La sensibilité, du coup, reste identique, ça c'est utile, mais la spécificité diminue de façon importante. Je n'ai pas parlé de ça, mais je ne sais pas si ça n'a pas été évalué. Les algorithmes proposés par l'ESC sont complètement extrapolables à la personne âgée. Je ne suis pas sûr que la variation intraindividuelle soit complètement extrapolable. Et encore une fois, et ça tombe bien parce que ça a été un peu le message précédent, il y a la notion de si vous vous mettez à utiliser ou à réfléchir sur comment j'interprète la troponine, c'est important d'en parler avec le gériatre qui a l'expertise peut-être un peu génératrice des comorbidités, le biochimiste qui connaît bien la méthode et le spécialiste, en l'occurrence le cardio, qui va recevoir les coups de téléphone. Je vous remercie.